Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité. Vous savez très bien, téléspectateurs, je suis très souvent accompagné des confrères d'autres médias, radio, télé, presse écrite, pour pouvoir renforcer ce décryptage et donner leur analyse, leur expertise aussi sur ce plateau, pour tout simplement vous faire plaisir et vous donner certains éclairages sur plusieurs sujets sur lesquels vous vous posez sûrement pas mal de questions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des confrères. Voilà. Mon premier confrère sur ce plateau, il s'agit de Mamoudou Bokoum. Il est le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Confrère Bokoum, bonjour. Bonjour Fadima, bonjour aux téléspectateurs de Mandé TV. Merci de trouver du temps. Je suppose que c'est marathon, hein, surtout en ce moment. C'est normal, il faut qu'on vienne répondre aux confrères et donner des explications sur un certain nombre de points auxquels la presse malienne fait face maintenant. D'accord. Téléspectateurs, c'est un sujet très crucial. Il s'agit du sujet sur les arrêtés interministériels qui concernent la presse, les médias. On va en parler sur ce plateau. Deuxième confrère sur ce plateau, c'est pas sa première fois. Il s'agit de confrères. Voilà, du confrère Dogon, on peut le dire. C'est Moussa Tembeni, journaliste, chroniqueur à Djoliba TV News. Moussa, ça va? Oui, ça va. On voit que ça va bien. Ouais, ça tient le coup, comme vous l'avez dit. Bon, c'est ma fille, même le mot Tembini, là, c'est compliqué pour les soirées. Tembini, donc, parce que ça peut passer. Et surtout, je suis réconforté de Maïga, mais puisque j'ai le grand frère beaucoup, je pense que je suis entre les pommes aujourd'hui. Mais écoutez, on va voir comment ça va finir ce décryptage aujourd'hui. Qui aura le dessus? Mais je pense que c'est moi qui aura le dessus. En tout cas, magnifique tenue, hein, merci. Qui représente très bien le centre du Mali et qui vous va à ravir. C'est un clin d'œil pour nos téléspectateurs et la diaspora aussi. Maliennes qui nous regardent par le monde, on les salue, on les remercie de leur fidélité. Sans plus tarder, nous allons prendre nos sujets, nos dossiers en main, comme on aime si bien le dire. Voilà, en date du 10 février 2025, notre Premier ministre, le général de division, M. Abdoulaye Maïga, a tenu un point de presse à la primature. Il s'agissait notamment sur le sujet de l'augmentation de la taxe sur les télécommunications destinée à alimenter le budget d'État. Voilà, un décret avait été pris. Je pense que lors du Conseil des ministres, on avait déjà pu voir cela et ça avait fait pas mal de bruit quand même sur les réseaux sociaux. Terminé, de quoi il s'agit plus succinctement et aussi votre analyse par la même occasion? Oui, plusieurs décrets ont été pris par le gouvernement par rapport aux taxes, comme le ministre des Finances avec le général, quand même, Premier ministre, aujourd'hui ministre de l'administration territoriale, animé à la primature. Moi, je n'étais pas, mais quand même, le doyen beaucoup y était lors de cette conférence de presse. Transformé en point de presse, parce qu'au début, c'était une conférence de presse. D'accord. Peut-être ils ont eu peur quand même des questions que peut-être beaucoup va poser. Donc, il était transformé en point de presse. Donc, ce qui veut dire que les journalistes n'auront pas quand même le temps de poser des questions pour avoir des explications sur certains points ou certains sujets. Donc, sur ça, nous avons vu le ministre des Finances qui a commencé ce point de presse. D'abord, expliquer ces arrêts qui ont été pris, ces 3 arrêts, c'est aussi la taxation des télécoms. Sur la taxation, comme nous allons dire, des transferts aussi, Move Monnaie, Orange Monnaie, Sama Monnaie, et surtout aussi sur nos recharges de crédit que nous prenons dans nos téléphones. Et surtout aussi, le 3e point, ça c'est sur l'alcool, comme on l'a dit. Là, je me demande les taxations sur l'alcool, comme il le dit, est-ce que les musulmans pourront quand même consommer ça? Ça, c'est un point d'interrogation aussi, puisque en islam, on dit l'alcool est interdite. Donc, ces points ont été évoqués. Si vous voyez déjà, sur ces taxations, on nous parle déjà de 200 milliards qui seront quand même récoltés par an, selon les propos du ministre. Et là, le ministre des Finances a étalé quand même pourquoi ils ont pris ces décrets. Ça veut dire que les caisses de l'État sont en souffrance. Donc, ces taxes-là, c'est aussi les télécoms. Et il a évoqué, c'était 5% pour les recettes de l'État. 1% à l'armée TP qui est l'autorégulateur et aussi à l'AGEPO qui comportait les 2%. Donc c'est comme maintenant, de 7%, nous allons aller à peu près à 10%, parce que maintenant de 5 à 7 pour
pour les recettes de l'État, et les 2% de l'AGEPO restent, et l'AMRTP qui embauchait les 1% aussi vont rester à leur place. Donc, quand vous voyez ça, moi là, ça m'a un peu intégré. Pourquoi actuellement cette taxe, puisque le ministre l'a dit, moi, dans tout ce qu'il a dit, j'ai retenu quand même, ils ont d'abord assumé d'avoir la résilience des Maliens. Pour eux, aujourd'hui, nous parlons de souveraineté. Comme la fois dernière, je l'ai dit. Il dit, si on veut être souverain, donc il faut avoir les moyens. Pour moi, je pense que là aussi, si on veut être souverain, il faut avoir les politiques quand même. Ce n'est pas sur le dos de ces populations qui sont résilientes aujourd'hui. Parce que quand vous prenez aujourd'hui sur les taxes, peut-être de télécommunications, ce que j'aurais voulu que le ministre nous donne des éclaircissements sur ce point, est-ce qu'aujourd'hui, les 2% qu'ils vont imputer aux télécoms, quel serait l'impact de ces 2%-là sur les consommateurs? C'est là le problème hier. Ce n'est pas seulement de taxer vraiment les opérateurs. Maintenant, par rapport aussi, j'ai noté par rapport aussi à une de ces passages où il a parlé quand même de retenue quand même des frais sur Orange Money et Recharge. Là, il parlait de cette décision qu'ils ont rencontré quand même la société civile, qui était représentée. Il dit association de consommateurs, mais là, il en a parlé de 2 consommateurs, Ascoma et Remacodem, aussi qui sont quand même là pour se battre pour le bonheur des consommateurs. Mais là aussi, je me demande comment ces consommateurs-là ont conçu la chose. Est-ce que ces consommateurs-là sont aujourd'hui en contact avec le peuple? Est-ce qu'ils savent la souffrance vous voulez dire l'association des consommateurs? L'association des consommateurs, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit qu'ils ont invité la société civile avec qui ils ont discuté, et l'association aussi des consommateurs qui étaient au nombre de 10, et qu'il y a 3 associations qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais qui ont dit que ceux qui viendront les 7, ils les représentent en fait, tous ceux qui vont décider avec les 7. C'est comme si tout le monde était là. Tout le monde était là. Oui, mais sauf qu'il n'a pas cité de nom. L'association, il en a cité 2. Lors de la rencontre, il n'en a pas cité. Oui, c'est 2. Allez-y voir la vidéo. En Bambara, il a cité le nom de 2 associations. C'est ce qu'il a cité le nom de Ascoma et il y a Remocodem. Les 2 associations, il en a cité avant de venir. Peut-être si vous avez vu la vidéo, vous allez comprendre. La vidéo est là. Il en a cité d'abord ces 2, mais après il dit qu'il y a 10 qui ont été invités et qu'il y a 3 qui sont fait excuser. Et donc après ça, il dit bon, sur la résilience, les gens ont voulu contribuer, oui. Et il a même pris l'exemple. Aujourd'hui, il a parlé de l'exemple d'un pays voisin, qu'ils ont pris l'exemple sur un pays voisin qui a fait, pourquoi pas, ça ne va pas marcher. Donc moi, je pensais que aujourd'hui, le timing n'est pas bon. Le moment n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, voyons aujourd'hui le Malien lambda qui cherche de quoi manger. Aujourd'hui, le Malien à peine arrive à manger 3 fois par jour. S'il faut qu'aujourd'hui, pour un 5 000, moi j'ai juste besoin d'aujourd'hui pour 5 000 francs qu'on m'envoie, ça veut dire pour que je puisse avoir mes 5 000 francs, les frais plus 200 francs dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la posture où nous sommes, le Malien pourra encore supporter encore cette souffrance? Ça c'est une question que je me pose. Et puis après ça encore, le ministre aussi par rapport aux taxations d'alcool, comme il a dit, bon, ça c'est déjà dans l'arrêté, ça dépend aussi du nombre de litres et du nombre de degrés d'alcool. Donc là aussi, là bon, on peut comprendre ça va dépendre peut-être des consommateurs d'alcool, ça, et l'État verra comment il fait. Mais par rapport à ces transferts-là, moi je pense qu'aujourd'hui, l'État devait avoir sa politique. Pour être souverain, ce n'est pas sur le dos de cette population qui souffre qu'il faut réclamer cette souveraineté-là. C'est ce que j'ai dit. On ne peut pas se mettre à dos avec tout. Puisque le ministre l'a dit que, bon, si vous voyez, parce qu'on a voulu être souverain et qu'il y a des bailleurs qui sont là, qui ont voulu les dicter leurs lois et qui n'ont pas voulu aller dans ce sens. Et c'est ce qui a amené vraiment aujourd'hui tout ce problème-là. Comme je le disais, tout ce que là, on vient de quitter quand même au vœu du M5 Malikoura, comme l'a évoqué Morbo Silvé, c'est dit c'est bon de taxer les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises minières, nous sommes à dos avec ceux qu'ils payent. Maintenant, moi, je pense que l'État devait avoir sa politique, vraiment, non seulement de remplir les caisses de l'État, et aussi aux dirigeants de montrer l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire à la population lambda de serrer les ceintures, d'être résilient, au même moment,
cette résilience-là ne se sent pas au niveau de l'élite. Et comme je l'ai dit, je peux prendre le cas du Burkina. Quand vous prenez aujourd'hui le Burkina, c'est vrai, dans le cadre de la contribution de l'effort de guerre, ils l'ont fait. Aujourd'hui, le CNT au Burkina, ils n'ont pas de salaire. Ce sont des indemnités qu'ils ont. Les ministres aujourd'hui, les salaires des ministres sont revus à la baisse. Les fonctionnaires sont taxés. Aujourd'hui, publics comme privés sont taxés. Aujourd'hui, les trésors, les douanes qui l'ont aussi sont taxés jusqu'à près de 25%. Le président aujourd'hui, le président du Faso aujourd'hui n'a que son salaire de capitaine. Là, le peuple peut être résilient. Mais au moment où on demande au peuple d'être résilient, au moment où on demande au peuple qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, et au sommet, ça ne s'en sent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'élite qui doit montrer l'exemple, montrer que cette souffrance-là, nous allons la mener ensemble. On ne peut pas nous dire d'être résilient, on ne peut pas nous dire de serrer la ceinture, alors qu'au niveau de l'élite, je pense qu'ils ne font pas de même. Là, ça va causer des problèmes. Merci beaucoup, Moussa, pour cette première approche. Beaucoup, votre avis par rapport à cela? Bon, pardon, moi je pense que avec ces nouvelles dispositions, ça risque de créer une incompréhension entre la population et les dirigeants. En ce sens qu'aujourd'hui, quand on fait une analyse globale de la situation au Mali, on sait que le panier de ménagères ne fait que régresser. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est vrai, la résilience, c'est pour qu'on soit, comme on le dit, entre guillemets, indépendant et souverain, le véritable souveraineté. Mais pour balayer un escalier, pour bien balayer un escalier, il faut commencer par là-haut. Par exemple, le ministre a parlé de la masse salariale qui a quitté de 600 et quelques milliards à 1100 milliards. Je me suis amusé à faire un petit calcul avec 1100 milliards. Même si on taxe à 1% seulement sur la masse salariale, on a à peu près 11 milliards par an. Et si on allait jusqu'à 10 milliards, ça fait 110 milliards et quelques, je crois, par an. Ça, c'est au niveau de la masse salariale des fonctionnaires de l'État, sans compter les privés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons des institutions qui ont vraiment des avantages. Il y a certaines qui se sont fait octroyer des avantages, etc. Pourquoi ne pas commencer par ce niveau-là? Comme ça, je crois que le citoyen va comprendre que ça concerne tout le monde. La résiliation ne doit pas se limiter aux seuls citoyens ou aux seules entreprises. Les entreprises, je peux comprendre. Et de quelle entreprise il s'agit? Les entreprises aussi sont en train de souffrir à cause d'une crise sans précédent de l'énergie. Ce que les entreprises mettent dans l'énergie aujourd'hui ne leur permet pas de fonctionner pour que le Malien, les citoyens lambda, puissent bénéficier des productions de ces entreprises-là à moindre coût. Donc, vous voyez un peu le paradoxe. Donc, on ne peut pas demander, sinon on ne doit pas demander au peuple d'être résilient, tandis que ceux-là qui demandent qu'on soit résilient ne sont pas résilients. Donc, c'est là, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il fallait commencer d'abord par le salaire de ceux qui sont au niveau des institutions, les avantages, etc. Ensuite, venir à la masse salariale au niveau de l'État, au niveau des fonctionnaires de l'État, au niveau des fonctionnaires des privés, et ensuite demander aux populations, parce que les décisions ne devraient pas en principe tomber comme ça sur la population. Donc, ce qui est sûr, ça va grincer des dents et c'est insoutenable par les populations. Donc moi je pense que on doit d'abord commencer par la haut des escaliers pour pouvoir descendre et demander aux autres qui sont déjà, le peuple, vous l'avez dit, la résilience du peuple a été saluée et le Premier ministre l'a dit, ce n'est pas insulter la résilience du peuple, non, le peuple a toujours été résilient et le peuple a tout accepté pour qu'on aspire à avoir, comme ils le disent, une souveraineté, une indépendance totale, mais cette résilience-là, ça va continuer jusqu'à quand? Et ça va s'élargir à qui? Et comment ça va se passer après? Donc moi, ce sont quelques questions que je me pose dans la tête, mais je pense que ce n'est pas le moment, ce n'est pas opportun en ce moment de demander encore un plus pour le peuple malien qui souffre déjà. Parce que le Mali ne se limite pas qu'à Bamako. Quand tu vois à l'intérieur aujourd'hui, tu vois les grandes foires qui sont dans nos contrées, mais c'est quand même, vous m'excusez, c'est un peu désolant. Tu vois dans une foire, tu ne verras pas plus de 50, 30, 100 personnes.
alors que des foires qui pouvaient mobiliser des milliers de personnes, parce que rien ne va. À côté de l'insécurité qui est là, il y a le manque de tout, surtout avec l'hivernage qu'on a raté aujourd'hui à peu près, parce qu'il y a beaucoup avec l'inondation, beaucoup de terres n'ont pas pu être cultivées. Les gens qui cherchent quoi manger, quand on les demande encore d'être résilients et de fournir d'autres efforts, tandis que ceux-là qui demandent, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas résilients ou en tout cas qu'ils ne contribuent pas à cette résilience, mais en tout cas le peuple malien ne voit pas. Donc il faut qu'ils nous montrent l'exemple. Après l'exemple, les autres vont suivre. D'accord, merci beaucoup. Il y a beaucoup de citoyens quand même, je ne sais pas votre approche par rapport à ça, qui disent que déjà, beaucoup de citoyens ont parlé du train de vie de l'État. Voilà, du train de vie de l'État. Notamment, on a vu ce brouhaha, hein, on peut l'appeler ainsi, concernant les avantages des membres du CNT, du Conseil national de la transition, les avantages de nos ministres, hein, c'est budgétivore hein, au niveau de ces institutions-là. Quand on va des différents budgets des années précédentes à maintenant, il y a toujours une augmentation qui se fait. Mais quelque part, il y a aussi des citoyens qu'on allait demander, on a essayé de voir, qui parle par exemple de la déclaration des biens. Voilà, on nous demande d'être résilients du moment que ces personnes ne déclarent pas leurs biens et au moment qu'il n'y a pas il y a un manque de transparence dans la gestion des dépenses publiques. Oui, effectivement, et comme vous l'avez dit, hein, je dis, quand vous voyez depuis l'annonce de ces taxes-là, et par exemple, quand vous montez sur les réseaux sociaux, vous voyez, il y a Master Soumi qui demandait, et tout récemment, quand même, qu'on demande de taxer, on demande au peuple de taxer sa richesse, non sa misère. Et il demande, là même, il dit le président Modibo Keïta, je cite, il dit le président Modibo Keïta dit un leader est le premier sacrifié et le dernier servi. Donc, ce sont des exemples qui doivent être pris. Et puis là aussi, quand vous parlez davantage du CNT, nous avons eu ça fait de brouhaha en ce moment, jusqu'à ce qu'un membre du CNT même était sorti sur les zones. Et ça a créé beaucoup de brouhaha par rapport... C'est ce que j'ai dit. Au Burkina aujourd'hui, les membres du CNT n'ont pas de salaire, c'est des prix d'indemnité. Mais quand vous prenez aujourd'hui, vous l'avez dit, le budget a augmenté presque à 50%. À presque 50%. Et sur le budget même d'Ibeka aujourd'hui. Donc pour moi, dans les institutions, les thés, les laits, tout ça là, moi je pense que c'est inutile. Surtout au moment où nous sommes en crise. Même les ministères, moi je pense qu'aujourd'hui, même les institutions, il faut essayer vraiment de réduire, aller au minimum pour que vraiment le travail puisse se faire. Et puis là, beaucoup m'ont parlé de l'électricité. Et ça là, c'est le paradoxe. Parce que quand je vois le Premier ministre qui sort par rapport à ça, et je rejoins, parce que beaucoup vient encore de parler de l'électricité, et il en a parlé. Il dit qu'il s'étonne de voir que les gens prennent le cas de l'électricité comme des projets de société. Mais il faut qu'on en parle. Mais combien de sociétés sont en train de mourir à cause de cette crise énergétique-là? Pendant 3 ans, je pense que les Maliens n'ont jamais supporté et plus que dans cette transition-là. Mais qu'est-ce qui a amené le départ d'Ibeka? Qu'est-ce qui a mis le feu? C'était par rapport aux coupures d'électricité. Mais en ce moment, on ne faisait pas plus de 3 heures du temps de coupure. Qu'on se le dise. Mais ça a révolté les gens ici. Mais pendant 3 ans, les gens sont résilients en disant que non, on va avoir le bout du chemin. Parce que nous sommes avec des gens qui nous sont convaincus qui peuvent nous amener un lendemain meilleur avec les discours. Et là, quand le Premier ministre nous dit aujourd'hui, et dans son allocution, bon, pour lui, et vraiment, et par rapport à la crise énergétique encore, et je le cite, ce sont ses propos, des vraies bonnes fausses solutions. Là, je dis, je suis désolé, quand il parle de la Côte d'Ivoire, l'intercoalition, mais je pense que quand il est venu, quand il a été nommé à la primature, c'est lui qui s'est levé pour aller voir les travailleurs de l'EDEM, pour leur dire, bon, voilà, quelles sont les orientations que vous pouvez nous donner très rapidement pour que nous puissions sortir de cette crise. Mais ce sont eux qui ont fait la proposition. Comme il est dit, il ne faut pas qu'ils prennent... C'est vrai qu'il y a d'autres politiques qui en ont parlé. Peut-être qu'il est en train d'indexer encore. Mais les travailleurs de l'EDEM l'ont dit plus simplement que, bon, pour que nous puissions sortir ça dans les recommandations, allons-y vers la Côte d'Ivoire. Mais là, ce qui m'étonne pour un responsable, je dis, il dit, on ne va pas aller nous faire humilier comme nous l'avons fait demain. Il faut le dire, les dettes qui sont là-bas, ils n'ont qu'à payer les dettes. Et on verra si la Côte d'Ivoire va fournir le courant ou pas. Maintenant, pour moi, quand on veut gérer un pays, on ne gère pas un pays par des sentiments. Tu regardes d'abord quel peut être l'impact
de la population par rapport à cette gestion-là. Et malheureusement, on le dit, nos dirigeants aujourd'hui sont en train de gérer le pays à travers les réseaux sociaux. Les brouhahas des réseaux sociaux ne vont nous amener nulle part. Parce que, à vrai dire, il faut le dire, parce que quand vous voyez un membre de CNT d'abord qui sort en première position, qui insulte même par exemple les gens, les travailleurs de l'énergie, alors que c'est lui qui est parti vers eux pour leur dire, donnez-moi des propositions. Ils en ont fait des propositions et c'est un membre du CNT qui est là, qui est censé contrôler l'action gouvernementale. C'est pour cela que je me dis que cette CNT aussi a besoin d'être réformée en fait. Parce qu'il y a beaucoup de membres qui sont dans le CNT qui ne savent même pas leur rôle. Ils ne sont pas là pour défendre le gouvernement. Ils sont là au nom du peuple parce qu'ils reprennent l'Assemblée. Donc ils sont là pour contrôler l'action gouvernementale, non être les griots des membres du gouvernement. Parce que tu vois, ce même gars qui sort, qui te dit tout de suite, ni mogomi horin, je me permets, ni mogomi horin qui est dans Bétigue, il m'a galontigue, ni document B, même pas il y a qu'à faire taxi qu'au gouvernement ben à tigue, qui cabonai. 2 jours après, le ministre sort avec des arrêtés interministériels. Qu'est-ce qu'il fait au CNT? Quel est son rôle? C'est là la question, en fait. C'est comme ils essaient d'insulter l'intelligence des Maliens. Je pense qu'on est arrivé à une phase où on doit se dire la vérité. Sinon, on peut donner le cas de lithium de Goulanga. Ça transite où? Par la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a dit parce que nous sommes embrouillés avec la Côte d'Ivoire, ça a empêché ces gens-là d'aller négocier avec les Ivoiriens pour que le lithium puisse transiter par la Côte d'Ivoire pour aller? Non. Est-ce que la Côte d'Ivoire a dit non parce que nous sommes embrouillés avec le Mali? Votre lithium ne peut pas traverser notre port. Non. Parce qu'ils ont leur intérêt. Et ils défendent. Et je pense que cette gouvernance-là, c'est ce qui doit se faire. Ce sont des intérêts. On ne doit pas se mettre à dos avec tout le monde. Tu viens, tu as tes intérêts, tu défends les intérêts de ton pays. Les investisseurs qui viennent, ils défendent leurs intérêts. Et c'est la bataille. Si ça sort, c'est bon. Mais on ne peut pas mettre tous les bailleurs à dos et aujourd'hui venir dire aujourd'hui le peu qu'on a et qu'on vient encore contribuer, renflouer encore les caisses de l'État, comme vous l'avez dit, sans traçabilité. Je vous reviens avec, comme vous l'avez dit, hein, par rapport au truc de l'État. À un moment, je pense qu'il y avait la presse burkinabé là, qui avait en ce moment publié par rapport aux réductions des trains de vie de l'État qui pouvaient économiser à peu près un total de 220 milliards de francs CFA. Ça, c'était fait depuis le 8 mai 2024. Où sont allés ces sous-là? Aujourd'hui, on nous parle de contribution. Mais où sont allés ces sous-là? Comment ils ont été utilisés? Mais le train de vie de l'État qu'on nous dit, même ça aussi, il faut qu'on en parle. Mais quand on nous dit le président nous renonce à ces 1 tiers là, mais il faut qu'on en parle. C'est 1 tiers. Pour moi, quand tu renonces à quelque chose, tu le reverses dans le trésor. Mais tu ne le fais pas à ta guise. Aujourd'hui, les forages qui se font, on nous les salue, hein, les forages qui se font. Mais c'est le nom de qui est là-dessus? Le président de la transition. Mais est-ce que ça, c'est à renoncer? Donc, je pense qu'il faut qu'on pose les jalons, qu'on se dise la vérité. Le pays est dans des difficultés. Je pense que c'est aux dirigeants d'avoir leur politique, de pouvoir vraiment prendre en charge, vraiment, comment dirais-je, le train de vie de l'État. Maintenant, si vous savez que le train de vie de l'État que vous menez, c'est compliqué, mais réduisez le train de vie de l'État. Aujourd'hui, comme il a dit, la masse salariale, plus de combien de milliards. Mais pourquoi pas réduire? Je dis, aujourd'hui, vous partez dans le ministère, c'est du thé, du Lipton, du truc. Quand vous réunissez tout ça, ça fait combien par mois? Les bons de carburant qu'on le fait. Mais ce Malien qui est là, qui sort le matin pour chercher 1000 francs pour le prix de condiment, mais cette souveraineté que vous dites là, pour être souverain, il faut avoir le ventre plein. Celui qui n'a pas le ventre plein là n'est ni souverain ni digne. Donc la dignité, la souveraineté commence d'abord par l'autosuffisance alimentaire. Et je pense, comme beaucoup l'ont dit, pour nettoyer l'escalier, il faut commencer par le sommet. Et le Burkina aujourd'hui, comme il a dit, le Burkina, quand je vous ai dit, quand ils ont commencé la taxation sur les télécoms et les produits, le président est sorti en personne. Il a dit, bon voilà, nous allons taxer certains produits pour financer l'effort de guerre. Mais à compter de là, moi, en tant que le premier chef, je garde mon salaire de capitaine. Les membres du CNT qui ont été mis là-bas n'ont pas de salaire, donc il y a des sessions d'indemnité. Et tous fonctionnaires comme privés et publics seront taxés. Et là, le peuple voit que vraiment... Et puis, qu'on le dise, à chaque fois qu'ils récoltent les fonds, c'est tracé. Nous avons pris les fonds, voilà combien nous avons mis dans les équipements, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que... Et c'est tracé. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui,
on peut le permettre parce que ce n'est plus caché. Mais ici, même par rapport à l'achat des armements, on le dit, qui sait combien est en train d'être jeté aujourd'hui pour acheter les armements. Mais quand ils sont venus, c'est classé confident et secret de défense. Personne n'a le droit d'utiliser. C'est pour cela, la fois dernière, je l'ai dit, si vous voyez aujourd'hui, on parle de 1230 milliards dont on parle de détournement, c'est parce qu'à un moment, un président a voulu qu'on audite et c'est sous. Mais ici, maintenant, on prend un décret pour dire, bon, depuis le début de la transition de août 2020 jusqu'à la fin de la transition, tous ceux qui seraient mis dans les armements sont classés secret de défense. Et moi, je contribue. Et quand tu dis ça aussi, c'est des Maliens qui sortent pour te dire quelle sorte de personne. Tu ne vois pas les armements qui sont achetés, alors que c'est un devoir pour moi de savoir ce qui a été injecté, comme le ministre l'a dit. Il dit aujourd'hui dans le truc, il y a à peu près 2 milliards 400 millions et quelques qui n'ont pas été touchés. Ça, c'est un premier aspect. Moi, je me demande le deuxième aspect, pourquoi changer le nom de la contribution spéciale de solidarité? Pourquoi changer le nom et la destination, si c'est pour le peuple? Puisqu'il dit de 2018 à 2021, c'est-à-dire c'était la contribution spéciale générale de soutien, de solidarité. Et que ça, ce sous-là permettait de financer des projets dans des régions. Mais maintenant, pourquoi changer le nom pour ce même soutien-là, maintenant, cette fois-ci, au bénéfice des recettes de l'État? Donc, il y a problème. Il y a manque de clarté. Il y a manque de clarté. Donc, je pense qu'il y a tellement d'ombre à clarifier qu'ils sortent pour qu'on reclarifie encore cette situation-là, pour qu'on puisse avancer. Sinon, donc vous pensez que le ministre a manqué vraiment de tact, comme beaucoup le disent? Il a manqué de tact, par exemple, sur cette taxation. Pendant combien de temps on va taxer? Si cette taxe, évidemment, passe pour les Maliens, pendant combien de temps les Maliens sont prêts à supporter à ce qu'on retient 100 francs à 1000 francs sur les frais de recharge et de transfert? Et surtout, vu que ces taxes, le discours est comme quoi c'est pour pouvoir résoudre ce problème de crise énergétique. Et à quand? Il fallait peut-être que le Premier ministre puisse... vous pensez aussi cette idée-là, comme quoi le Premier ministre aurait dû dire aux Maliens, écoutez, si on renfloue les caisses à partir de cette date-là, on fera tout pour que l'électricité soit vraiment H24 pour les Maliens à partir de telle échéance. Vous pensez que ce tact aussi a un peu manqué? Bon, moi je pense que la pédagogie a manqué. Les arguments ont été tenus mais qui n'ont pas été convaincants. Parce que tantôt on fait croire que c'est pour résoudre le problème énergétique. Tantôt c'est pour assurer la souveraineté du pays. Finalement on ne sait pas c'est quoi exactement. Maintenant, ce problème de gouvernance là, il faut qu'il soit bien débattu. D'accord, nous allons payer ces taxes jusqu'à quand? Il y a une zone d'ombre ici à éclairer. Deuxièmement, est-ce que spécifiquement c'est pour l'EDM? Parce que parce qu'on nous a dit que l'EDM vend le kilowatt en perte. Maintenant, pour garder ce taux-là à la faveur des Maliens, des couches défavorables, il faut que nous contribuions quelque part. Jusqu'à quand? Et maintenant, la question que je me suis posée, et si on parvenait, je l'espère bien, rapidement à résoudre cette crise énergétique, est-ce qu'on va continuer à taxer? Est-ce qu'on va arrêter? Comment ça va se passer? Donc, il y a beaucoup d'interrogations à se faire. Maintenant, comme je l'ai dit, parce qu'il y a deux situations en face. D'un côté, il y a le peuple, et de l'autre côté, il y a les gouvernants. On a dit pourquoi l'OCLEI a été créé. C'est pour assainir les finances, vraiment la gestion de ces finances-là. Et l'OCLEI, normalement, parmi les gens qui doivent aller déclarer leurs biens pour qu'on sache que ceux qui sont en train de récolter à travers les taxes-là vont dans les caisses de l'État. Ce n'est pas, en tout cas, personne ne profite de ça individuellement. Il faut que d'abord ces dirigeants-là partent déclarer leurs biens. Déclarer. Par contre, le dernier rapport de l'OCLEI sur la trentaine des ministres, il y a à peine 4-5 qui ont déclaré. Et derrière, rien ne s'est passé. C'est pourquoi les fonctionnaires ont refusé d'aller déclarer leurs biens. Alors,
s'il y a des situations comme ça, moi je crois que d'abord on doit commencer par soi-même pour montrer la bonne foi des gouvernants, de nous donner une assurance que tout ce qu'on fait, c'est, voilà, comme ils l'ont dit, voilà, la gestion elle est claire. Mais on ne sait pas combien tu avais lorsque tu venais. On connaît à peu près le salaire des uns et des autres. Quand tu fais 3 ans, qu'est-ce que tu peux réaliser? Mais il y a des gens aujourd'hui, c'est-à-dire on ne peut pas dire que bon voilà c'est grâce à ça que tu as acquis ça et grâce à ça tu as acquis ça. On ne peut pas le dire. Mais si eux ils avaient commencé avec ça, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations qui sont posées par les citoyens. Ils n'allaient pas se faire parce qu'il y a un manque de confiance dans la gestion de ces fonds publics. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc moi je crois que il faut, chacun doit, c'est vrai on doit faire un sacrifice pour se maintenir. Mais le sacrifice doit commencer quelque part qui n'est pas avec le peuple d'abord. Ceux qui sont censés diriger ce peuple-là doivent vraiment d'abord observer ce sacrifice et après, le peuple va suivre. Et on n'a même pas le choix. Moi, je suis le chef de famille. Tout ce que je dois poser comme acte, c'est le bien-être des membres de ma famille, quelle qu'en soit la situation. Parce que Dieu seul sait comment un chef de famille nourrit sa famille. Il fait toutes les acrobaties, des choses même souvent incohérentes pour que sa famille quand même soit à l'aise. Moi je crois qu'on doit aller vers ça, mettre comment on appelle là, devant les intérêts du peuple malien et non nos propres égos. Moi je pense qu'on doit analyser d'abord l'intérêt général du peuple malien. Et en fonction de ça, même si moi, par exemple, je ne suis pas d'accord avec Fadima sur sa gestion de Mandé TV, moi, je sais que je travaille à Mandé TV et ma famille, je nourris ma famille à travers Mandé TV. Je ne vais pas combattre Fadima comme ça, mais je me bats pour pouvoir améliorer mes conditions avec Fadima. Donc je ne vais pas dire, bon, comme elle est comme ça, je vais la laisser complètement. Moi, je crois que gouverner, c'est prévoir. Donc c'est à travers ça qu'on peut quand même non seulement demander le sacrifice du peuple, mais aussi et surtout assurer notre indépendance totale comme on veut l'avoir. Et là, je crois qu'on pourra trouver des solutions à d'autres problèmes. Mais je crois qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'interrogations sur la destination et sur la gestion de ces fonds-là et sur la durabilité et sur comment ça va se passer. En tout cas, je m'attends à ce qu'on nous donne plus d'explications pour qu'on puisse croire à cela. D'accord, merci. Sinon, je dirais par rapport à l'énergie, quand le ministre dit peut-être par rapport aux couches sociales, c'est vrai. Quand il dit l'énergie est vendue, c'est vrai, quand on produit ici en perte, mais quand nous prenons par exemple l'énergie en Côte d'Ivoire, ils nous donnent les kilowattheures à 62 francs, je crois. 62 francs. Mais l'énergie le vend ici à 100 francs. Donc il ne peut pas y avoir de perte de 2021 aujourd'hui. Il ne pouvait pas amener cette perte-là. C'est pour cela que je dis parfois, il faut qu'ils nous disent la vérité. Les statistiques sont là. Donc parfois, il faut aller sur le devoir de vérité. Vous allez tenir le langage de vérité. Mais quand vous voyez même par rapport à cette conférence, même la façon même de s'exprimer, vous sentez que il y a du tâtonnement. C'est comme si on n'est pas sûr, on veut engager quelque chose, on veut convaincre. Maintenant, comment convaincre? Donc je pense qu'il faut tenir le langage de vérité et c'est à travers ça qu'on peut avoir le bout du tunnel. D'accord, merci beaucoup. On a essayé de vraiment regarder tout ça à la loupe, cette histoire de taxation, parce que je crois que quelque part aussi, il y a la répression. Il y a la répression surtout sur la taxation des alcools, oui, si je crois bien, on ne parle pas de ça. Et qui parle de répression, forcément, il va falloir mettre de la main-d'œuvre des employés pour cette répression-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les agents du Trésor qui vont être après sur le terrain. Quand vous prenez, par exemple, sur la taxation de l'alcool, oui. Comme ils l'ont dit, peut-être à la conférence de presse, à majorité musulmane. Ils n'ont pas. Et puis bon, c'est pour cela que je dis parfois la communication, ça les manque en fait. Je ne sais pas qui les conseille en termes de... Et puis la langue bambara est très subtile. Parfois les mots que vous employez sont très utilisés dans un pays où la majeure personne comprend le bambara. Quand le premier ministre dit, bon, amène un taxi d'ota, de l'ocan, ça nous dit pour que, à secteur qu'à Basgi. Quand il dit qu'à Basgi en bambara, ça veut dire c'est asseoir les bases de la consommation de l'alcool que nous-mêmes nous interdisons. Donc, est-ce que vous voyez la communication? Donc, ça ne passe pas. Donc, pour quelqu'un qui est contre l'alcool, avec la faute de l'homme,
Donc la communication, c'est pour cela que je dis, elle est très importante. Maintenant, quand vous prenez la répression, quand vous prenez les chiffres, par exemple, à l'article 8, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit les redevables de la contribution spéciale de la solidarité sont déclarés auprès des services des impôts, comme vous l'avez dit, dans les 15 premiers jours de chaque mois. Et les opérations effectuées le mois précédent. Maintenant, pour celui qui n'est pas conforme, ou bien pour celui qui a été appelé et qui n'a pas rempli les conditions, comme on le dit, donc vous êtes appelé à être pénalisé de payer à 5% encore des chiffres. Et ça va loin. Si vous ne répondez pas, donc ça veut dire que vous allez jusqu'à 25%. On te dit de contribuer pour la solidarité. Et encore là, il y a la pénalité qui vient. Et c'est là aussi qui n'a pas été dit lors de la conférence. Mais quand vous avez les documents comme c'est un peu de l'article 8, pour ceux qui veulent, ils peuvent aller de l'article 8 jusqu'à 9. Et quand vous venez maintenant par rapport à la contribution spéciale, même sur la consommation des boissons alcoolisées, quand vous prenez l'article 10 ici, l'article 11, et maintenant vous venez à l'article 13, il y a des produits qui sont exonérés aussi. Maintenant, moi je me demande, quand on me dit tout de suite l'alcool local, maintenant de quelle boisson alcool local parle-t-on? Est-ce que c'est de l'alcool que moi, ma grand-mère effectue sous l'hangar qui sera taxé? Ou bien, quelle sorte d'alcool local? C'est là où je me pose la question en fait. Le Mali jusque-là n'est pas producteur d'alcool. Bon, l'alcool local. Mais la boisson locale, quand on me dit l'alcool local, moi je me dis peut-être l'alcool fait à base du mil ou du sorgho. Mais maintenant, moi, ma grand-mère qui est sous l'hangar qui se débrouille, sur quelle base va-t-on le taxer? Et surtout, on parle de millilitres maintenant, de 1 litre à 1000 francs, alors que la bouteille même ici, peut-être ça ne dépasse pas les 1000 francs, mais s'il faut payer 1000 francs. Est-ce que c'est une manière aussi de programmer peut-être la mort de l'exportation de l'alcool? Point d'interrogation. En tout cas, il y a beaucoup de zones d'ombre. Hein. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Je pense qu'on a besoin... Et quand vous prenez le taux, c'est beaucoup, parce que déjà avec les télécoms, ils ont 12 milliards. L'alcool, ils ont 62 milliards à peu près par an. Ça, c'est énorme. C'est énorme. En tout cas, tout ça, c'est téléspectateurs de Mandé TV, c'est affaire à suivre. On va regarder ça de très près pour avoir plus d'éclairage, hein, plus de communication. Et ça, on le sait très bien. Il y a souvent ce gros déficit de communication. On n'arrête pas d'interpeller. Voilà. On espère que les cellules de communication de ces départements-là vont vraiment mettre en œuvre une bonne stratégie de communication par rapport à ça, surtout pour nous, hommes, femmes de médias. Il est vraiment essentiel pour nous de comprendre, de vraiment comprendre, de donner la bonne information aux citoyens. Merci beaucoup, cher monsieur, pour cette première partie. Nous partons avec notre deuxième sujet. Voilà, sujet crucial, ce qui emmène un petit peu notre confrère de l'URTEL ici sur ce plateau. Voilà, il s'agit de l'arrêté interministériel qui a été signé à la date du 31 décembre 2024. Elle fixe respectivement les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle pour l'exploitation des services privés et de communication audiovisuelle, ainsi que les frais de délivrance de l'autorisation d'établissement, d'exploitation et de changement de typologie. Voilà. Moussa, je dis oui, Moussa. Oui, encore une fois de plus, comme le président de l'URTEL est là, quand même c'est l'un des guerriers quand même avec les membres de la HAC. Chaque fois il est au four et au moulin avec eux quand ça concerne quand même la presse et tout, la radio et puis la télé. Effectivement, je pense que cette première réunion a eu lieu à la HAC avec les responsables d'abord des télés, comme ils l'ont dit ce jour-là, qui était présidé encore par le président de la HAC. Ils avaient souligné quand même la nécessité de revoir les tarifs de diffusion non, les tarifs de redevance des télés en ce moment. Donc je pense que ça a suscité quand même une longue discussion ce jour-là. Ça a été suspendu. Il était même convenu que le timing n'était pas encore bon pour vraiment parler de ça. Parce que nous le savons, aujourd'hui le pays, comme vous l'avez, traverse des crises énergétiques énormes, où, ça c'est un, l'aide à la presse, ça fait déjà 3 ans. Le président de la maison de la presse a crié sur tous les toits et qui ne vient pas. Et puis de 2, la crise énergétique fait qu'aujourd'hui, les télés arrivent, beaucoup de télés arrivent à peine même à fonctionner à 100%.
En dehors de ça, cette crise aujourd'hui qui est l'insécurité qui a amené vraiment beaucoup de partenaires, parce que quand on parle de télé, il faut parler de partenariat, des publicités qui sont là, avec les partenaires dont vous signez des contrats pour travailler. Ça, c'est un aspect qui est là. Le troisième aspect encore, ça, c'est la concurrence déloyale, avec les espaces des réseaux sociaux qui viennent quand même envahir l'espace, aujourd'hui qui créent d'énormes problèmes aux télé aujourd'hui pour des publicités, parce que pour beaucoup de personnes, je préfère aller chez un web TV, aller exposer mes produits, parce que chez eux, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de règlement, ils ne sont pas reconnus, donc ils payent une petite somme, ou bien vous signez des contrats, ils font la pub comme il le faut. Donc il y avait tous ces facteurs-là. Donc en ce moment, les acteurs avaient demandé à la HAC vraiment de surseoir à cette décision-là. Et je pense que ce jour-là, le président de la HAC a dit, bon, puisque vous avez signé déjà les conventions, elles vont aller jusqu'à terme. Maintenant, lors de la rénovation de ces conventions-là, maintenant, nous allons discuter. Bon, c'est ce qu'on s'est quitté. Maintenant, à la grande surprise, on voit un arrêté interministériel. Encore une fois de plus, l'État encore veut remplir ses caisses sur le dos de la presse. Et cette fois-ci, je pense qu'ils sont tombés sur les mauvaises personnes. Parce que là, si la presse laisse passer et cet arrêté-là, quand même, il signale quand même l'arrêt de mort de la presse. Parce que moi, je me demande, maintenant, je commence à faire des liens, même par rapport à l'identification de nos puces. Quand on disait d'identifier nos puces d'ici le mois de décembre, donc je commence à faire beaucoup de liens. Et ça, de 10 millions aujourd'hui pour une télé, on te dit de payer 20 millions. Moi, je me demande où ces télés-là vont puiser les 20 millions aujourd'hui pour donner à l'État, dans un pays où non seulement l'État n'arrive pas à assurer l'électricité, où l'État elle-même n'arrive pas à assurer sa propre ses propres dépenses, hein, par rapport à ces charges de fonctionnement. Et là, les partenaires, vous les avez mis tous au dehors, au nom de cette souveraineté que nous cherchons. Au moment où vous nous dites de vous accompagner dans la résilience, où les télés font d'énormes efforts pour accompagner cette transition, à coup de marteau, on vient nous dire Mali Militari, bon, voilà les nouvelles tarifs, sans que les fêtiers ou bien les organisations ne soient consultées au préalable. Et là, je pense que nous sommes mal barrés. Et donc, je pense que cette fois-ci, par rapport à ça, c'est une mort programmée de la presse, parce que là, je me demande, moi, depuis là, je me pose plusieurs questions. À quelle fin? Est-ce qu'il veut faire disparaître la presse, au moins pour garder sous la main ce qu'eux-mêmes ils contrôlent? Mais quel est le projet derrière? Au moment où nous traversons cette crise-là, parce que ce n'est pas facile. Même les redevances que nous avons aujourd'hui pour les payer, même faire le salaire, c'est un tas de problèmes. Dans un pays où nous sommes dans toute cette crise-là, 20 millions, mais je me demande, bon Dieu, où nous allons faire sortir ces 20 millions-là. Et je pense qu'il est le devoir de toute la presse aujourd'hui de se mobiliser comme un homme et une seule femme pour faire face à ce défi-là. Ce défi-là, si ça passe, c'est la mort programmée de la presse malienne. Merci beaucoup, Moussa. Beaucoup, chers confrères, beaucoup par rapport à cet arrêté interministériel, quand on sait que il y a eu des travaux depuis à peu près 3-4 ans, hein, voilà, sur une réglementation de l'espace médiatique, l'espace de la presse, et qui donnait aussi quelques droits à la presse qui pourtant tarde à venir. Vous savez, cette histoire-là, moi je pense que c'est une provocation à mon sens, hein, parce que ces nouveaux arrêtés sont venus comment? Pardon. En fait, je me souviens, on a reçu des correspondances pour demander notre point de vue. Et on a répondu clairement que le moment s'y apprête pas, il n'est pas opportun, vu, il y a tellement de difficultés. Là où je trouve incohérent et illogique, au moment où la HAC va devant le chef de l'État pour lui dire, bon, vu cette crise sécuritaire, vu la crise économique, énergétique, l'histoire de Covid, etc., nous avons accepté à ce que les médias s'acquittent de l'air des redevances de façon échelonnée. C'est ça le moratoire. Ça veut dire quoi? En français facile, que les temps sont durs. On a demandé, on a été souple avec les médias pour qu'ils puissent parvenir à
à s'acquitter de leurs devoirs. Au même moment, c'est cette haute autorité de la communication qui propose un projet de voir à la hausse un arrêté interministériel, sinon 2 arrêtés interministériels, pour augmenter non seulement les frais d'accès, mais les montants de redevance. Moi, j'ai dit c'est incohérent, c'est illogique, ce n'est pas normal. C'est effectivement la mort programmée des médias maliens. Ce que je ne comprends pas, je me demande un peu, est-ce qu'on tient compte de la réalité du moment? Est-ce que le fait de dire qu'on compte sur les médias pour nous aider à combattre les fausses informations, est-ce que ça, ce n'est pas un simple discours? En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, sans langue de bois, les médias maliens ne peuvent pas supporter cela. On va nous dire non, ça ne s'applique pas maintenant. J'ai dit non. Il y a des radios qui sont conventionnées depuis 2018-2019. Elles sont en fin de convention. Et aujourd'hui, quand tu demandes à une radio de Togre Koumbe aujourd'hui de venir renouveler, si c'est une radio, encore que si c'est une radio communautaire, elle doit payer 1 million de frais d'études et 5 millions de frais d'accès. Où est-ce qu'on enlève ça? Alors que les radios sont, c'est-à-dire sur là où l'État même souvent n'a pas ses représentants. Et vous savez ce que je veux dire, parce qu'il y a la crise sécuritaire là-bas. Quand tu demandes à une télévision aujourd'hui, qui est en fin de convention, de payer 30 millions selon le statut, ou 23 millions, 30 ou 23 millions selon le statut, pour renouveler sa convention. Alors que tout le monde est unanime que la manne publicitaire a diminué de plus de 70%, si je ne me trompe. C'est vous qui maîtrisez cela. C'est exactement ça. N'est-ce pas? Et c'est à ce même moment qu'on demande à payer de 23 à 30 millions pour le renouvellement et de 2 à 20 millions pour les redevances. On va enlever cet argent où? Les gens aiment souvent de faire la comparaison entre les médias d'autres pays voisins. Mais ce qu'ils ne font pas, la comparaison qu'ils ne font pas, qu'est-ce que les États de ces pays font pour ces médias-là en termes d'appui? Au Sénégal, c'est 4 milliards. Bien sûr. Qui a été donné dernièrement. Exactement. En Côte d'Ivoire, c'est plus d'un milliard. On aime souvent faire des comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Hein. Les contextes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire ce qui a prévalu l'ouverture de ces médias-là de proximité au Mali est différent du contexte ivoirien et sénégalais. De prime abord, les radios ne sont pas ouvertes pour générer de l'argent, c'est pour donner la parole aux populations maliennes, c'est pour permettre aux Maliens de s'adresser, en tout cas de participer à la construction de leur pays à travers des prises de parole. Et ça, c'est des textes de l'État qui le permettent. Et si on veut, voilà, parce que c'est nombreux, on veut les diminuer en augmentant les frais d'accès, en augmentant les frais de redevance. J'ai dit c'est incohérent, ça ne peut pas diminuer. Et on dit on veut professionnaliser. Pour professionnaliser là, ce n'est pas de l'argent, c'est la formation, c'est le renforcement des compétences. Moi, je peux avoir des milliards, ouvrir des radios et que j'ai des gens qui ne sont pas professionnels. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc, ce que je suis en train de dire ici, là, qu'on le veuille ou pas, il n'y a aucun média malien aujourd'hui qui peut supporter cela. Et je me demande comment ces arrêtés aussi sont passés. Il faut interroger ça. De toute façon, c'est l'État qui a pris ça. Comme on l'a dit, tous les médias parlent le même langage. On a exigé, on n'a pas demandé, on a exigé à la suspension pure et simple de ces nouveaux arrêtés-là. C'est-à-dire, ce n'est pas pour faire un bras de fer avec qui que ce soit. Et comme on le dit en bambara, hein, celui qui n'a rien dans les mains, là, quand tu tords sa main, tu vas casser, tu ne trouveras rien. Des deux choses l'une. Soit tu fermes toutes les radios et toutes les télévisions du Mali, parce que celles qui vont résister, celles qui vont pouvoir payer ne dépassent pas les 1%. Il ne faut pas qu'on s'élève. Soit on revoit les trucs là. Et il faut rappeler que les redevances qui existent déjà, on devrait payer le double. Et c'est à la suite des concertations avec les associations et les organisations et les fêtières de la presse malienne qu'on est parvenu à avoir ce montant-là. C'est de commun accord que ce montant a été fixé.
Et si on veut enlever ce qui a été fixé, c'est écrit, c'est notifié, en tout cas partout, si on veut changer ça, la logique, je ne dirais pas l'obligation, la logique voulait qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on se montre, qu'on se dise les vérités, qu'on tienne compte du contexte, qu'on tienne compte de la situation, qu'on tienne compte du rôle important, ce qui ne se dit pas. Si cette transition tient aujourd'hui jusqu'à présent, c'est parce que quelque part la presse a joué, elle l'a accompagné, volontairement ou involontairement, directement ou indirectement. Donc, moi je pense que la presse ne constitue pas une vaste laitière pour un État. Si on veut faire la comparaison, prenez tous les aspects, comparez les aspects. Tu ne peux pas comparer 4 milliards à 200 millions qui peinent à venir, qui ne viennent d'ailleurs pas en 3 ou 4 ans. Il n'y a pas plus de 65 millions qui ont été payés pour des organes médiatiques qui dépassent 500, 600 jusqu'à 800 aujourd'hui. Par exemple, quand tu prends nous sommes Doramé, quand tu prends les 4 milliards du Sénégal, tu divises entre 800 organes, sans condition. Au moins, chacun va avoir au moins 5 millions. Ça peut supporter l'énergie. Faites le calcul, voir. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'adoption de ces textes constitue uniquement l'enterrement des médias du Mali. Et ça, je ne pense pas, si on ne va pas insulter la mémoire de nos martyrs qui sont tombés pour la pluralité médiatique. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Par rapport à ça, par rapport à la même veine, parce que tant qu'à faire pour parler de la presse, parce que ce sujet d'arrêté interministériel, le langage qui sort, c'est de dire on veut réguler la presse, on veut une presse forte, on veut une presse professionnelle. Les textes, alors, les textes qui sont quoi? Quand vous voyez ça, moi, c'est ce qui me fait un peu rire, parce que moi, à mon entendement aujourd'hui, des textes qui ont été quand même où des professionnels des médias, des juristes, ont fait plus d'une semaine à Ségou. Très inclusif, avec pas mal de séries. D'abord, c'est à Sélingué. Non, je parle de la dernière sortie, en fait. Une semaine à Ségou pour quand même voir tous ces textes-là. Et ces textes, où en sommes-nous? Parce que ces textes-là pouvaient quand même... D'abord, nous pensons que réguler pour avoir une presse professionnelle, c'est d'abord ceux qui ont envoyé l'espace, sans formation, sans document, sans autorisation. On devait d'abord, eux, les régler d'abord. Maintenant, comme vous l'avez dit, moi, parfois, je me demande, parce que vous savez, surtout quand il s'agit de la HAC, moi, je me sens parfois mal à l'aise d'en parler. Parce que moi, je me demande quel est le rôle de la HAC. Parce que pour moi, le rôle de la HAC, c'est-à-dire la HAC devait être l'intermédiaire entre l'État et la presse. La HAC devait être là pour protéger quand même les intérêts de la presse. Moi, c'est ce que je vois, l'autorégulation, c'est ce que je vois. Mais lors de la dernière sortie du président de la HAC, moi, je suis resté un peu pessimiste, en fait. Parce que là, quand vous êtes allé pour les vœux, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'ils sont là pour l'État, et ça, personne ne pourra l'empêcher. Ils travailleront quand même pour asseoir l'État, c'est ce qu'il a dit. Quand on était à l'école Bolnébin avec le ministre de la Communication, quand il a voulu rencontrer la presse, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit on parle de non, pas de patriotisme. Il dit on parle de l'indépendance de la HAC. On parle de l'indépendance du régulateur. Il dit mais nul n'est indépendant. Il dit parce que la HAC fait entièrement partie de l'État puisqu'elle bénéficie des utilités publiques de l'État. Donc elle est là pour garantir, ça veut dire et préserver les intérêts de l'État. Bon, ça, là, je me dis, bon, il y a problème. Parce que pour moi, je pense que les membres de la HAC sont nommés en tant que régulateurs pour réguler l'espace et être intermédiaire entre l'État et la presse. En un mot, protéger la presse de certaines décisions de l'État. Mais quand le premier responsable monte au créneau, il dit ça, là, il y a des questions. Là, on se pose plusieurs questions. Mais comme je l'ai dit, moi, actuellement, je suis mal placé et pour parler de cette façon. Parce que, quel qu'en soit, on verra ça de notre angle. Donc, c'est pour cela, parfois, tout ce qui concerne la HAC, je préfère m'abstenir. Sinon, cet arrêté, qu'on le veuille ou pas, comme le président Bandjougou Danté l'a dit,
c'est la mort programmée des médias qui sont là, ou bien c'est dire aux gens, bon, de toute façon, tu ne pourras pas payer la redevance, donc tu te tais. Si tu ne te tais pas, on te ferme. Et cette fois-ci, je pense que, comme beaucoup me l'a dit, je pense que c'est là l'une des rares fois de voir que tout le monde de la presse se réunit, que parle d'une seule voix. Parce que cette fois-ci, là, je pense que ça, il a dit, quelqu'un qui aujourd'hui est à Togoro-Koumé dans cette insécurité où l'État même ne peut pas aller, où aujourd'hui, on peut dire l'État même n'exerce même pas ses prérogatives, ou d'autres personnes qui exercent leurs prérogatives, de tout et mal, les gens essaient de joindre les deux bouts. Tu ne peux pas le dire aujourd'hui de payer 3 millions pour le renouvellement. Même à Bamako aujourd'hui. Comme des télés aujourd'hui ont des contrats qui permettent aujourd'hui de subvenir à leur fonctionnement à 100%. Quelles sont les gymnastiques que nous faisons pour relier les deux bouts, même pour faire les salaires? Même l'ancienne convention qui nous lie, il a dit, on peine même à payer ça. Et vous voulez doubler encore? Mais ça, c'est de nous asphyxier. Et là, je pense que cette fois-ci, il est temps, comme beaucoup me l'a dit, changement, ce n'est pas un bras de fer, ni rien, ce n'est pas aussi montrer ses muscles, mais c'est de voir le contexte. Et la presse, comme ils l'ont dit, était toujours là, du début de cette transition, jusqu'aux assises, aux années, jusqu'à ce que les grands forats, la presse a été toujours mobilisée pour les accompagner. Je pense que cette fois-ci, il n'est pas temps encore de tuer cette presse-là. Si on veut une presse professionnelle, comme il a dit, ça se passe par la formation, l'amélioration des plateaux et des équipements, tout ça. Et compréhension n'est pas raison, comme il a dit. La presse malienne a été créée dans le sang. Ah oui. La presse malienne a été créée dans le sang. La liberté, elle a été obtenue par le sang. Et pas ça seulement. Il y a beaucoup de presse, il y a beaucoup de radios, ce sont des radios de proximité. Ce sont des radios qui permettent aujourd'hui de faire passer des activités locales. Donc tout ça, est-ce qu'on va le mettre à l'eau parce que l'État est en difficulté? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la AKG nécessaire de voir l'état de santé même d'abord de ces entreprises-là? Donc moi, ce sont ces questionnements que je me pose. Et je pense que cette fois-ci-là, en toute humilité, vraiment qu'ils revoient le disque, ou bien qu'on peut dire la copie, qu'ils mettent un peu d'eau dans leur nyamagoudi, et que vraiment ils s'asseyent avec les fêtières, discuter encore une fois de plus. Vraiment, voilà la situation comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous-même, quelles sont les propositions que vous faites et prendre en compte? On ne peut pas se lever du jour au matin et venir parachuter c'est comme chez toi, tu es toi-même quelque chose qui concerne ta famille. On ne te consulte pas et on vient, on te dit, bon, dès demain matin, voilà ce que tu dois faire chez toi. Là, c'est compliqué. Merci beaucoup Moussa, c'est au moins très clair et tout. On a vu le communiqué, hein, voilà un communiqué qui rassemble quand même les grandes associations fêtières qui se joignent, hein, qui rassemblent leurs forces. Aujourd'hui, quel est le viseur par rapport à ça? Quel est le viseur? Quel est ce que vous avez en vue et éventuellement peut-être des actions dans les jours, les semaines qui arrivent, plus de mobilisation, je suppose, à la base? Oui, mais c'est-à-dire depuis l'annonce de la mise en application de ces arrêtés, en tout cas nous sommes là-dessus. Vous avez vu, nous avons produit un communiqué. Déjà, ça c'est là un communiqué amplié non seulement aux deux ministères concernés, mais aussi à la primature. À côté de ça, nous allons tenter de comprendre comment c'est venu. Parce que c'est incompréhensible à notre jeu. Nous allons, les départements concernés, nous allons, en tout cas, déjà nous avons nos demandes d'audience là-bas. On suit la règle pour voir un peu clair. Hein, c'est à l'issue de ces audiences que, en tout cas, la conduite à tenir va se déterminer. De toute façon, qu'ils soient d'accord ou pas, les médias maliens ne peuvent pas supporter ce coup-là. Non seulement la situation ne s'y apprête pas, mais aussi les conditions dans lesquelles on évolue ne sont pas favorables à ce qu'on revoit, en tout cas à ce qu'on applique ces textes aujourd'hui. Il y aura des actions, des plaidoyers, de compréhension. En tout cas, de toute façon, nous allons taper devant toutes les portes, en tout cas, qui sont quand même qui sont impliquées dans la gestion de cette affaire-là. Mais à défaut, ce qui va se passer se passera.
on ne menace personne, on ne va pas de bras de fer contre personne. De toute façon, ce qui reste indéniable là, les médias maliens ne peuvent pas payer ça. Même les médias en ligne, la presse en ligne dont on parle, les gens pensent que c'est de l'argent qu'ils ramassent. Non. Parce que, Dembélé l'a dit, chez nous, il y a des règles, il y a des timings, il y a etc. Mais tu vois beaucoup de pubs sur ces réseaux sociaux-là, quand on te dit que c'est 50 000 pour 3 mois, pour 6 mois, est-ce que tu vas croire? Toi, tu ne vas pas accepter un spot à 50 000 francs pendant un mois ou pendant 3 mois. Tu ne vas pas le faire. Mais ces médias en ligne aussi vont être concernés, mais ils sont dans l'arrêté, ils ne sont pas quand même réglementés pour le... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Oui, mais c'est ça l'incohérence, ils ne sont pas reconnus, il n'y a aucun texte qui les reconnaît. Il n'y a pas de texte, on a dit de payer. 1,5 million à peu près. On doit les prendre en compte. On les prend en compte par quoi? Par l'élaboration des textes. Les textes élaborés, il faut les rappeler, on aime toujours les rappeler, c'est une fierté. La refondation du Mali a commencé par la presse malienne. Le mot refondation, là, c'est la presse malienne qui a commencé. Et les textes ont été élaborés de façon la plus inclusive. La plus inclusive. Jusqu'à présent, ces textes souffrent. Moi, je m'attendais quand même à voir la Hague dire devant le chef de l'État que bon, c'est vrai, moi, j'ai réglé mes gars, hein, mais ils sont dans les difficultés. Je pense que si on laisse tomber les anciennes redevances et se préparer pour d'ici, avant que la situation ne se décante d'ici 2026 ou 2027, pour que chacun se mette en règle. Moi, je m'attendais à cela, honnêtement. Mais pas augmenter ce que nous peinons à payer quand même. C'est là où moi, je ne comprends pas le rôle de la HAC, le rôle de la Haute Autorité de la Communication, qui est un partenaire à qui nous démarchons, plutôt, qui accepte nos doléances souvent, qui accepte de rouvrir les radios fermées, qui accepte le paiement par moral. On les remercie pour ça. Et c'est là où on le reconnaît. Mais pas que vous, eux-mêmes, c'est-à-dire elle-même, elle est consciente des difficultés des médias. Elle-même le dit à haute et intelligible voix et elle a fourni des sacrifices pour que les radios puissent, les radios télé et voilà, et autres puissent vraiment s'acquitter de leur devoir citoyen, c'est-à-dire payer les taxes de l'État, à travers l'allègement de la façon de payer. Et c'est elle-même qui va proposer contre notre gré, parce que nous l'avons dit. Moi, j'ai mes correspondances. Ce que j'ai répondu, ça est là-dedans. Il y a d'autres associations aussi ont répondu, on dit comme si on avait discuté au préalable, alors que chacun a répondu étant dans son petit coin et il relatait les difficultés, les vraies difficultés qu'on ne dit pas que la presse. Il faut savoir que la presse a souffert plus que toutes les structures au Mali aujourd'hui. Hein. Parce que c'est à chaque fois qu'on doit même couper dans un budget, on commence par le budget de la communication. Que ce soit pour l'État ou que ce soit pour les privés, c'est le budget de la communication qu'on coupe. Et qui sont les bénéficiaires de ce budget? Et ce budget est destiné à qui? C'est à nous médias. Mais on a tout accepté, on a tout sacrifié, mais on reste, on se maintient pour pouvoir quand même jouer notre rôle. Parce que nous existons parce que nous travaillons pour nos différentes communautés. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. On travaille pour nos communautés. On travaille, on accompagne l'État. C'est-à-dire, on fait le travail du service public qui doit être reconnu et récompensé. Mais ça ne doit pas être... Ceux-là qui font le travail du service public ne doivent pas devenir des vaches laitières pour réguler ou en tout cas soutenir un quelconque programme. Nous n'avons jamais dit qu'on ne paye pas les redevances. Comme l'ont fait croire certains à un moment, certains de nos membres, nous on a dit, ils partaient à l'AG pour dire que c'est notre organisation qui a demandé à ce qu'on a. On a dit c'est faux. On a dit non, il ne peut pas payer ça comme ça parce qu'on connaît les réalités. Acceptez ce moratoire. Et je pense qu'aujourd'hui, je sais, il y a pas mal, en tout cas la majorité des radios concernées ont commencé à payer et eux-mêmes ils ont vu ça sur leur compte. Et des gens qui ont pris des crédits, des gens qui ont vendu leur moto, des gens qui ont sacrifié un terrain ou quelque chose comme ça pour pouvoir payer ces redevances. On va me dire si tu ne peux pas, tu fermes. Non, c'est trop facile comme solution. En créant une entreprise, on tombe, on se relève, c'est comme ça.
il faut qu'on donne le temps au temps pour permettre à ces médias de devenir des entreprises. Ce n'est pas parce que ma co-épouse a mis, elle est jolie, elle a mis ces choses, c'est là que moi aussi, quand je mets, je vais être jolie. Non, ce n'est pas comme ça. Surtout, il s'agit d'une structure très sensible, qui est la presse, d'une structure qui a un rôle primordial à jouer dans le devenir de ce pays-là. Surtout en ces moments. Voilà, surtout en cette période. Donc, moi, je crois que il faut savoir raison garder. Il faut que la raison emporte sur l'émotion. Moi, je pense que de part et d'autre, que ce soit du côté de la haute autorité de la communication, que ce soit du côté de l'État, qu'ils comprennent que nous ne sommes pas des adversaires, mais ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils veulent imposer, parce que c'est une imposition, ce qu'ils veulent imposer aux médias aujourd'hui, les médias maliens ne peuvent pas les supporter. Oui, surtout moi, par rapport à l'aide à la presse. Merci beaucoup, une dernière, oui, parce que le temps. Oui, le temps, parce que moi, par rapport à l'aide à la presse, moi, je pense que sincèrement, ce n'est pas une de l'aumône. C'est une loi qui est là. Soit on applique la loi, soit on l'abroge. Ce n'est pas comme de l'aumône, les gens sont en train de chercher de l'aumône auprès de ces autorités-là. Parce que eux, quand la loi les arrange, on les applique. Mais quand ça ne les arrange pas, on fait comme on ne voit pas. Et l'aide à la presse, elle est inscrite, c'est une loi qui est là. Donc, tant qu'une loi reste en vigueur, on est obligé de l'appliquer. Et moi, je pense que c'est là où le président de la maison de la presse, maintenant, doit s'accepter. Soit on donne ce que nous devons avoir, ou bien on l'abroge tout simplement la loi et puis on n'en parle plus, et puis on passe à autre chose. Mais tant que la loi est là, elle doit être appliquée. Soit on l'abroge. Moi, je pense que c'est ça, parce que quand vous attendez l'aide de la presse, pour beaucoup de gens, surtout le malin lambda, non, au moins au cas aide à la presse, ils pensent que c'est de l'aumône. Alors que, comme beaucoup me l'a dit, c'est des services d'utilité publique que nous faisons, comme d'autres médias, qui bénéficient quand même de cette subvention-là. Donc, soit on applique la loi, ou bien on l'abroge tout simplement, et puis bon, chacun se cherche. D'accord, merci beaucoup, cher monsieur. Merci beaucoup. Le temps, malheureusement, le temps. Sinon, il y avait beaucoup à dire. Merci beaucoup pour ce décryptage et tout. Chers téléspectateurs de Mandé TV sur ce plateau, voilà, j'ai mon confrère Mamadou Bokoum, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Et la journée mondiale de la radio, oui, c'est voilà. demain déjà. Je vous laisse passer le mot pour pouvoir dire au revoir à nos téléspectateurs aussi. Voilà, merci beaucoup pour cette opportunité qui nous a permis quand même de donner un certain nombre d'explications par rapport à l'évolution du pays et profiter pour inviter les Maliens à toujours accompagner les radios parce que demain quand même ce jeudi, il y a une journée spéciale dédiée aux radios depuis 2011 par les Nations Unies. Et donc, la journée, on la célèbre à la maison de la presse. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est célébré. Non, c'est demain. J'ai dit ce jeudi. Oui, oui, allez-y. Voilà, donc aujourd'hui, hein, donc la journée est célébrée aujourd'hui, mais toujours est-il qu'on lance ce message à l'ensemble de nos auditeurs qui nous écoutent, qu'ils sachent que nous sommes là pour eux et nous travaillons à ce qu'on prenne en compte leurs préoccupations au plus près d'eux, hein, et qu'on demande à l'État de voir un peu, de se rappeler du rôle historique que ces radios-là ont joué, qu'elles continuent à jouer aujourd'hui. Donc, il est temps vraiment si les Nations Unies ont reconnu, ont institué une journée pour les radios, ça veut dire qu'elles ont leur place dans le développement de la société. Exactement. Merci beaucoup, mon confrère Mamadou Bokoum de l'URTEL. Moussa Tembine, journaliste, chroniqueur à Djoliba TV News. Moussa, un mot pour dire au revoir aux téléspectateurs. D'accord, donc j'espère que beaucoup va te donner la carte d'invitation avant de quitter le studio. C'est déjà fait. D'accord, donc c'est bien alors, parce que comme je ne l'ai pas vu. D'accord, je commence tout d'abord à féliciter la régie, comme nous l'avons dit. C'est grâce à eux que nous sommes vus et entendus, et surtout vous aussi, parce que nous sommes tous des animateurs. Nous savons quand vous avez une émission, le stress est là, le temps que les invités viennent, le temps de préparation, tout ça c'est le stress. Et encore une fois de plus, nous vous félicitons de nous avoir donné quand même l'occasion de nous exprimer. Et surtout encore, je dis au grand frère, au doyen Bokoum, et au président de la maison de la presse qu'ils auront du chemin à faire par rapport à ça. Et surtout, pour cette lutte-là, je pense que toute la presse compte sur eux et toute la presse est derrière eux. Comme on le dit, Alaka Anoya, Kanike
Un clignement du Bema. Et Inch'Allah. à sortir de ça, que tout le monde quand même sort gagnant. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Il faut apaiser les cœurs. Quelque part, il faut apaiser les peurs. Et c'est surtout pour notre Maliba. Hein. Téléspectateurs de Mandé TV, j'ai eu le plaisir de vous présenter cet entretien brut d'aujourd'hui et qui a été toujours brut, je l'espère pour vous. Voilà, restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Je salue la régie qui a assuré cet enregistrement. On s'est dit à la prochaine.